Notre cerveau nous joue des tours. Et plus particulièrement, il crée des raccourcis qui nous amènent à des jugements qui ne sont pas forcément vrais et qui peuvent même nous empêcher d'avoir une parentalité apaisée. Les biais cognitifs et leurs conséquences, c'est ce que nous explique le docteur en neurosciences cognitives Albert Moukébert dans ce livre qui m'a ravi, et je vais vous parler justement d'une application directe. Par exemple, j'ai eu un commentaire tout à l'heure d'une maman qui disait de son fils qu'il était têtu. Il n'y a pas moins de 11 biais cognitifs dans ce jugement, et ces biais ont des conséquences qui peuvent être problématiques pour faciliter la coopération avec l'enfant. Alors, que se passe-t-il quand on pense que notre enfant est têtu? Tout d'abord, il y a un biais d'étiquetage. Ça veut dire que nous allons attribuer des comportements et des attitudes à un enfant sans tenir compte du contexte. L'enfant est têtu, c'est une étiquette qu'on lui pose. Le deuxième biais est un biais de confirmation. Lorsque nous disons qu'un enfant est têtu, nous allons inconsciemment détecter et prendre en compte les preuves que cette étiquette est vraie. C'est-à-dire que, quel que soit le comportement de l'enfant, nous allons nous focaliser et retenir tout ce qui peut venir valider et prouver cet étiquetage de têtu. Donc c'est très dangereux parce que nous allons faire abstraction de tout le reste. Et d'ailleurs, le fait de faire abstraction de tout le reste est aussi un biais d'abstraction sélective. À cela s'ajoute un biais d'intentionnalité qui va consister à porter des intentions justement négatives du fait que l'enfant est taxé de têtu. Nous allons donc là aussi prêter des intentions à l'enfant. Ces intentions qui ne sont pas réelles, c'est un jugement de l'adulte. Par exemple, un enfant qui ne va pas ranger sa veste dans le placard, nous allons juger que c'est justement une intention de s'opposer, et donc parce qu'il est têtu, à l'adulte, alors que peut-être qu'il a simplement oublié ou qu'il est fatigué, mais ceci, nous n'allons pas le prendre en compte. Il y a aussi le biais d'attribution interne, ça veut dire que nous allons là aussi interpréter inconsciemment. Lorsqu'un enfant ne va pas appliquer une règle qu'on vient de lui énoncer, nous allons dire qu'il est têtu, cela vient de là, au lieu de prendre en compte le contexte, c'est-à-dire que l'enfant est simplement peut-être absorbé dans une tâche, et ce n'est pas qu'il n'écoute jamais, c'est juste qu'à ce point précis, à cet instant précis, il est en train de se focaliser sur une tâche qui lui donne probablement du plaisir. On a aussi un biais d'inférence arbitraire, c'est-à-dire que nous allons tirer des conclusions hâtives d'une simple situation sans aller chercher d'autres explications, d'autres raisons possibles à ce qu'il s'est passé. Et d'ailleurs, ce biais d'inférence arbitraire peut être lié à un biais de généralisation. Un enfant n'a pas coopéré, on va estimer qu'il ne m'écoute jamais, et donc il est têtu. Nous avons également un biais qui est l'effet de halo. Cela signifie que même les comportements qui pourraient être neutres ou positifs vont être jugés négativement au lieu d'être considérés tels qu'ils sont. Il va y avoir également un biais d'ancrage, ça veut dire que têtu étant une première impression, nous allons rester sur cette première impression pour juger les autres comportements de l'enfant et justement interpréter chaque acte de l'enfant sous cette étiquette-là de têtu. On peut aussi avoir un biais de projection. Le parent ressent du stress ou des émotions désagréables, il va donc projeter son état sur justement le fait que l'enfant soit têtu. C'est-à-dire qu'il va y avoir une association entre l'état du parent, l'état émotionnel ou l'état de stress du parent, et le comportement de l'enfant. Et là, on rejoint un peu le biais d'intentionnalité, puisqu'on risque de se dire qu'effectivement, l'enfant fait exprès de faire preuve d'entêtement, alors qu'en fait, c'est juste une projection de ce qu'on ressent. Le biais d'abstraction sélective, j'en ai parlé. Il s'agit d'un biais d'interprétation. En se focalisant sur les aspects négatifs qui viennent valider cette étiquette de têtu, en oubliant tous les autres aspects, c'est-à-dire tous les moments où la coopération se fait bien, et ceci vient donc alimenter cette croyance effectivement d'un enfant têtu. Il peut également y avoir un biais de personnalisation, c'est-à-dire qu'on va penser que l'enfant se comporte de cette manière-là uniquement avec nous. Il n'est têtu qu'avec nous. Et là, on a enfin un dernier biais qui peut s'exprimer, c'est le biais de raisonnement émotionnel. On va considérer que notre état de frustration est la preuve que l'enfant est têtu.
Alors comment sortir de ces biais qui vont bloquer, parasiter notre coopération avec l'enfant, puisqu'on l'a vu, on est dans des jugements, on est dans des croyances qui vont déclencher des émotions chez nous, qui vont déclencher aussi des attitudes de résistance. L'enfant va également donc les sentir, d'autant que lui aussi va commencer à avoir des biais, puisqu'il va avoir une étiquette au-dessus de sa tête de têtu. Donc comment faire pour sortir de cette situation et favoriser la coopération? La première étape, c'est s'entraîner à identifier ces biais en présence. Lorsqu'un enfant était têtu dans la version initiale, c'est-à-dire c'est là où on mettait cet étiquetage, nous allons à froid réfléchir à cette situation et nous dire, en fait là effectivement, mon enfant n'a pas réussi à faire ceci, ce que je lui demandais, factuellement, sachant que réussir est aussi une forme de jugement. Disons, il n'a pas fait ce que je lui demandais. Dans ce cas-là, on est dans une observation. Ce côté factuel dépollue du jugement et permet d'avoir une base de réflexion beaucoup plus rationnelle. Donc s'entraîner au non-jugement est une première étape. Deuxième étape, c'est faire un travail d'enquête. Quelle est la cause du non-respect d'une règle, par exemple, qu'on va énoncer avec l'enfant? Est-ce que l'enfant ressent une émotion particulière, du stress? Est-ce qu'il a besoin de se reposer? Est-ce que les règles sont bien énoncées, ont été revues avec l'enfant? Donc tous ces points permettront, encore une fois, de sortir de l'écueil du jugement pour revenir dans une approche beaucoup plus rationnelle et sur des actions qui auront des effets quasiment immédiats, puisque nous allons faire une recherche de besoins, d'émotions, et nous allons offrir peut-être cette empathie justement à l'enfant qui favorisera la coopération. Et là, on en vient au point important pour justement contrer pas mal d'autres biais, comme un biais de confirmation et un biais d'abstraction, c'est de se dire et de remarquer lorsque la coopération s'effectue avec l'enfant. Donc voir qu'à certains moments, tout va très bien, on se sent connecté à l'enfant, l'enfant a rangé ses jouets parce que justement on a mis en place tout ce qu'on vient d'évoquer, on a étudié les besoins, à voir comment l'enfant avait compris justement cette règle de ranger les jouets, comment lui-même a pu même proposer comment il souhaitait ranger les jouets. Donc tout cela, tous ces points où la coopération se fait, il est intéressant de les noter, de se les remémorer, et surtout de se les remémorer parce que les biais problématiques sont en place, en se disant « Ok, là c'est un raccourci de mon cerveau, mais si je vais chercher au-delà du biais, je me rends compte qu'il y a plein de moments dans ma journée où mon enfant coopère avec moi. » Et l'avantage de cela, c'est que l'effet des biais va s'inverser, c'est-à-dire que le biais de confirmation peut là se mettre en place de la bonne façon, c'est-à-dire que nous allons amplifier le nombre de moments où nous sommes moins stressés parce que nous sommes dans cette croyance de coopération avec l'enfant et de recherche de causes des comportements de l'enfant. Et ce biais de confirmation va donc se mettre en place et va amplifier le nombre de moments où nous allons coopérer. Donc c'est une sorte de cercle vertueux qui va se mettre en place. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je suis passionné par ce sujet des biais cognitifs, je vous en reparlerai donc parce que nous avons vraiment des clés de travail pour justement nous éloigner des violences éducatives, notamment qui peuvent être provoquées par ces interprétations. Et le fait de nettoyer cela donne accès à cette empathie que nous avons tous en nous, qui est la clé justement d'une meilleure coopération avec les enfants et aussi d'une meilleure compréhension de nous-mêmes, de nos schémas de réflexion, d'analyse et également des émotions que nous pourrions ressentir. Voilà pour cette vidéo, je vous dis à très bientôt et je vous rappelle, et je vous conseille d'ailleurs la lecture de ce livre, Votre cerveau vous joue des tours, du docteur Albert Moukébert.